2, 1, 2. Un, 2, 1, 2. Pendant que tout le monde s'installe, une petite correction vis-à-vis du réseau Wi-Fi. J'imagine que vous avez été nombreux à essayer de vous connecter. Il s'agit du réseau Wi-Fi Palais des Congrès Premium, donc pas le normal parce qu'il est sous-dimensionné. Et le mot de passe, c'est Web in Lorient 2014. Ça n'est pas Web in Lorient 14. Voilà. Donc je répète, la borne Wi-Fi, c'est Palais des Congrès Premium et le mot de passe Web in Lorient 2014. On va laisser encore une minute ou deux aux personnes qui sont en bas pour remonter et on va reprendre donc le cours de la matinée. Voilà. Prenez place, ça va redémarrer dans 30 secondes. Donc, nous allons reprendre le cours de la matinée. Dernière ligne droite avant le déjeuner. Nous allons avoir deux interventions. La première sur la mobilité, la deuxième sur la publicité en ligne. Vous allez voir qu'encore une fois, il y a beaucoup de choses qui changent, des nouveautés cette année, des nouveautés à venir. Alors, parlons de l'Internet mobile et de tout ce qui tourne autour de la notion de mobilité. Ce n'est pas anodin parce que c'est vraiment une tendance de fond. Aujourd'hui, les terminaux mobiles ont depuis longtemps supplanté le nombre d'ordinateurs sur la planète. C'est vraiment le premier moyen d'accès à Internet si l'on, on va dire, n'envisage ça sur la population globale. Donc, on est vraiment aujourd'hui dans une tendance où ces terminaux mobiles ont démocratisé les contenus et les services numériques. D'accord ? Je ne suis pas en train de vous faire le coup de « nous sommes immergés dans un monde 100% numérique, une cybersphère avec des cybercontenus et ainsi de suite ». Ce que j'essaie simplement de vous expliquer, c'est de vous dire que concrètement, avec la généralisation des smartphones, nous avons fait la bascule. Nous avons fait la bascule vers un quotidien où le numérique a pris le pas sur l'analogique. Ça veut dire qu'on n'est pas dans du 100% numérique, mais que principalement, dans notre travail, dans nos loisirs, dans nos achats, on a un petit peu plus de numérique que d'analogique. Et ça, vraiment, c'est lié aux smartphones. Les smartphones sont vraiment ceux qui, aujourd'hui, concentrent
tous les usages, que ce soit autour de la communication, que ce soit autour de la géolocalisation, même du commerce, dans une vision plus globale du commerce, ou même du travail. Ici, on a une anecdote intéressante, c'est les résultats d'une étude qui a été faite auprès des jeunes, donc des moins de 20 ans. Quand on leur pose la question de savoir qu'est-ce qui aujourd'hui vous angoisse le plus, ne pensez pas que c'est Ebola ou la faim dans le monde ou les dictatures ou autres. Non, 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 vraiment. Ce qui angoisse les jeunes aujourd'hui, c'est ces trois choses. C'est partir en vacances dans un lieu où il n'y a pas de Wi-Fi, c'est ne plus capter alors qu'on attend le bus ou on attend pour quelque chose, ne pas avoir de réseau, ou c'est tomber en rate de batterie. Bien évidemment, c'est les jeunes, ils ont un attachement qui est excessif au smartphone. Néanmoins, on commence à voir aujourd'hui des comportements excessifs également chez les moins jeunes, voire chez les adultes. On a des théories autour de la nomophobie, la no mobile phone phobie. On a tout un tas de théories autour de l'attachement et du fait que certains dorment avec leur téléphone et y attachent un petit peu trop d'importance. Ce qu'il faut retenir, c'est que oui, aujourd'hui, les smartphones, ils ont pris une place importante dans notre quotidien, mais qu'ils peuvent en prendre une place encore plus grande. D'accord ? Donc on n'en est qu'au tout début, quelque part, de l'appropriation du smartphone par les utilisateurs et par les consommateurs et les citoyens. Quelques statistiques sur l'Internet mobile. Dans la diapo suivante, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai remonté en fait une courbe qui expose la répartition, ce qu'ils appellent le computing platform, donc la répartition des plateformes informatiques. Sur les décennies passées, nous avions une domination écrasante de Windows et des processeurs Intel, c'est ce qu'on appelle le couple Wintel. Pendant 30 ans, c'est eux qui ont dominé le monde informatique. Avec la généralisation des smartphones, on a Apple, on a Google avec Android, on a tout un tas d'acteurs avec des processeurs et des puces qui sont un petit peu moins puissantes mais qui consomment beaucoup moins d'énergie. On a comme ça un renversement de la situation qui est extrêmement subite. Autant l'installation de la domination de Windows, ça a mis une décennie, autant le renversement de cette situation avec une domination aujourd'hui des terminaux mobiles et notamment d'Android, ça a mis moins de 5 ans. Donc c'est vraiment extrêmement subite. On a ensuite ici quelques chiffres. Bon, je vous laisse en prendre connaissance. Sachez néanmoins qu'il y a des milliards de téléphones mobiles partout sur la planète, 2,3 milliards de smartphones, et ainsi de suite. Il y a deux données qui sont importantes parce qu'elles concernent la population française. La première, c'est celle qu'il y a plus de 30 millions de smartphones en France, soit la 2/3 de la population adulte. Ça, c'est pas rien quand même. Un petit sondage à main levée. Qui dans la salle n'a pas de smartphone? 1, 2, 3, 4. 4, voilà, donc c'est dire que c'est pas beaucoup. Bravo, vous êtes des résistants, c'est exemplaire et héroïque. Aujourd'hui, on a des offres de smartphones à 1 € avec des principes de forfait de réabonnement. Toutes les conditions de marché sont réunies pour que assez rapidement, on arrive à 80-85% de smartphones dans la population adulte. On a également des tablettes qui sont sacrément bien implantées. Il y a à peu près 12 millions de tablettes en France, soit 1/3 des foyers. Ça, c'est pas anodin parce que ça a un impact certain sur les habitudes de consommation de l'information, sur les divertissements, sur les modes d'accès aux services en ligne et même sur les comportements d'achat, puisqu'on va se renseigner différemment par rapport à un produit et puisqu'on va progresser différemment dans la prise de décision d'achat. Voilà. Sur la diapo suivante, on a également d'autres éléments à prendre en compte qui sont, en gros, où sont les domaines d'expertise. Si l'on prend la mobilité dans son intégralité, on se rend compte qu'aujourd'hui, le software, donc les éléments logiciels, ils sont principalement conçus et dominés aux États-Unis, avec des acteurs comme Apple, comme Google, comme Microsoft, comme Mozilla, comme Amazon. Donc, au niveau du software, c'est plus aux États-Unis que ça se passe. Au niveau du hardware, donc les composants matériels, là, il y a une très nette domination de l'Asie, notamment la Corée avec Samsung, et notamment la Chine avec Motorola, avec Xiaomi, avec tout un tas d'acteurs. Donc autant le software, c'est les États-Unis, autant le hardware, c'est plus l'Asie et la Chine. Et on a également une particularité locale qui est importante à noter, puisqu'elle concerne la France, c'est un réel savoir-faire autour des objets connectés.
on a des sociétés qui sont aujourd'hui visibles, des WeSings, Netatmo, Parrot, Arcos, Sigfox, donc qui sont des acteurs moteurs de l'Internet des objets. On aura une intervention très intéressante cet après-midi qui en parlera. En tout cas, ce que vous devez retenir par rapport à cette diapo-là, c'est qu'au niveau du découpage géographique, on a de fortes compétences logicielles dans la mobilité aux États-Unis, des fortes compétences matérielles plutôt en Asie et une particularité locale de la France, donc c'est des compétences autour de l'Internet des objets. Cette diapo est également intéressante. Pourquoi? Parce que j'ai recentré dedans toutes les typologies de terminaux alternatifs. Vous noterez que je ne parle pas nécessairement de terminaux mobiles, mais de terminaux alternatifs. Alternatifs par rapport à quoi? Par rapport aux ordinateurs. Jusqu'à récemment, le seul moyen de consommer des services et des contenus en ligne, c'était de passer par un ordinateur, fixe ou portable. Aujourd'hui, on a à notre disposition toute une palette de terminaux qui nous permettent de faire ce genre de choses. Les feature phones, donc des téléphones basiques, qui peuvent néanmoins nous permettre de relever des emails ou de surfer dans plus ou moins bonnes conditions. Bien évidemment, les smartphones qui sont les plus visibles aujourd'hui. On a également les tablettes, on a les phablettes, donc entre les deux, ces espèces de gros smartphones ou de petites tablettes. On a des liseuses électroniques, mais qui nous permettent également de surfer sur le web. On a ce qu'on appelle les cloudbooks, donc c'est des petits ordinateurs portables avec des systèmes d'exploitation simplifiés qui ne permettent que de surfer sur Internet, n'empêche que on peut faire tout un tas de choses avec. On a également des télés connectées, on a des petites clés qu'on branche sur sa vieille télé pour faire en sorte qu'elle soit connectée également. On a des micro-consoles, on a des nano-ordinateurs, donc des ordinateurs à 25-30 $ qui permettent de dispenser des services en ligne. On a les objets connectés et ainsi de suite. Donc, on a comme ça un panorama des terminaux alternatifs qui grossit et qui élargit le spectre des possibles de comment est-ce que je peux accéder à du contenu et exploiter des services en ligne autrement qu'avec un ordinateur. En ce qui concerne les usages et les enjeux de la mobilité, à savoir concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec un smartphone ou qu'est-ce qu'on fait avec de la mobilité? Le premier usage, c'est les usages de communication, ou plutôt d'information. Avec un smartphone, on s'informe. Pourquoi? Parce que c'est rapide. Pourquoi? Parce que, tiens, j'ai 30 secondes à tuer, j'ai 2 minutes à tuer, j'ai 5 minutes à tuer. Je vais aller sur un site d'information, je vais exploiter une application qui va me condenser de l'information pour moi, qui va la filtrer, et ainsi de suite. Ça fonctionne très très bien et tout le monde s'y est mis. On a ensuite des usages autour de la géolocalisation. Ça veut dire que ce sont les services que l'on exploitait avant, mais sur lesquels on va appliquer un filtre local. C'est les services de petites annonces, c'est les services de recherche d'un commerce ou d'un produit, ou c'est également des nouveaux services, comme commander une voiture sans chauffeur, ou comme se chercher un hôtel. Voilà. La possibilité, à travers son smartphone, d'appliquer un filtre géographique très précis et de dire, voilà, moi je cherche une petite annonce pour acheter un casque de moto, uniquement dans mon quartier. Voilà. Ça c'est possible, et ça fonctionne très très bien. On a également tout un tas d'usages autour du divertissement avec les jeux mobiles. Les jeux mobiles, c'est une industrie florissante. On parle de dizaines de milliards de dollars. On parle de fortunes qui se sont créées en quelques années avec des sociétés comme Rovio, qui édite Angry Birds, avec des sociétés comme Gameloft, avec des choses comme Candy Crush ou comme Clash of Clans. À la fois sur les smartphones, mais également sur les tablettes, avec des principes de numérisation de jeux de plateau qui fonctionnent extrêmement bien. On a également, bien évidemment, tout un tas d'usages autour du commerce. Oui, nous sommes tous d'accord pour dire que ce n'est pas évident de passer commande sur son smartphone, parce que l'écran est petit, parce qu'il y a un petit clavier et que saisir son numéro de carte bancaire, ce n'est pas si simple. Néanmoins, le commerce, ce n'est pas que passer commande et saisir un numéro de carte bancaire. D'accord ? Le commerce, c'est également flâner, c'est également prendre de l'inspiration, c'est également se renseigner sur un produit. Est-ce que c'est la bonne taille? Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce qu'il y a des bons avis? Est-ce qu'il y a la bonne couleur? Est-ce qu'il est disponible à proximité? Tout un tas d'étapes préliminaires à l'acte d'achat qui vont être grandement facilitées par les smartphones.
Ceci pour l'achat en ligne, mais également pour l'achat en boutique. J'ai parlé tout à l'heure des beacons, donc les fameuses balises de proximité. Aujourd'hui, l'environnement légal a été simplifié. On va vraiment commencer à pouvoir les exploiter à grande échelle. Donc, pour ceux qui opèrent des réseaux de distribution physique, donc des réseaux de boutiques, avoir des statistiques en temps réel et en masse autour de qui fréquente le magasin, à quelle heure, par quelles allées est-ce qu'ils sont passés, devant quels produits est-ce qu'ils se sont arrêtés, et avoir la capacité de leur pousser des offres. D'accord ? On a également tout un tas d'usages autour du tourisme. Là, c'est assez exceptionnel ce qui se passe. À la fois pour récupérer de l'information, tiens, qu'est-ce que c'est que cette église, qu'est-ce que c'est que cette place, à la fois pour essayer d'avoir des produits touristiques, notamment des circuits urbains, à la fois également pour essayer d'apporter de l'information au bon endroit, au bon moment. Par exemple, vous allez dans un musée, au pied d'un tableau, vous avez un petit QR code, donc un code barre à prendre en photo, et ça vous remonte des informations sur le tableau. Par exemple, vous débarquez dans un quartier, vous avez des petites balises ou encore une fois des QR codes pour vous donner plus d'informations sur ce quartier, son histoire et ainsi de suite. Donc là encore, on a tout un tas d'usages avec le tourisme qui vont se déployer. On a également dans le monde de la publicité des possibilités qui sont gigantesques, notamment à travers la géolocalisation, notamment à travers l'analyse comportementale pour faire en sorte qu'on puisse afficher la bonne offre à la bonne personne. Je vous rappelle que sur tout smartphone, vous avez un compte, que ce soit un compte Apple ou Google ou Microsoft. On a votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, votre numéro de carte bancaire, on a tout. D'accord ? Il y a différentes conditions d'accès, mais c'est assez simple de pouvoir cibler nominativement quelqu'un. On sait également où est-ce que vous vous déplacez, à quelle heure vous vous levez, à quelle heure vous vous couchez, et ainsi de suite. Je ne suis pas là pour vous affoler. Ça, ce sont des données que d'autres personnes possèdent. Hein, ce n'est pas la question. Les acteurs de la télé, ils savent également à quelle heure vous vous levez, à quelle heure vous vous couchez, qu'est-ce que vous regardez, et ainsi de suite. Là, l'idée, c'est vraiment de vous expliquer que les smartphones nous offrent des possibilités gigantesques en matière de ciblage et de micro-ciblage. À la fois avec des bannières, mais également avec des contenus natifs, des publicités natives, donc faire en sorte de pouvoir exposer un mobinote à une offre commerciale de façon un petit peu plus subtile que mes raviolis sont meilleurs que les autres, achetez-les, ils sont bons. Voilà. On a également tout un tas d'usages autour de la fidélisation, avec la dématérialisation des cartes de fidélité, voire la suppression carrément de la carte et le basculement sur des programmes de fidélité qui vont être intégrés au smartphone. Ça, c'est important parce que le smartphone, on l'a tout le temps sur soi, d'accord ? On peut oublier, on va dire, sa carte de fidélité, son porte-monnaie. Par contre, quand on sort, on n'oublie pas son smartphone. Tout en sachant que, encore une fois, un smartphone, c'est un nom, un prénom, une adresse, un numéro de téléphone, des données CSP et ainsi de suite. Donc c'est quand même tout un tas d'informations particulièrement intéressantes pour pouvoir déployer une stratégie de fidélisation et tout ce qui va avec. Voilà. Alors concrètement, comment est-ce qu'on exploite les terminaux mobiles? Ce que je vais essayer de faire maintenant dans les 10 prochaines minutes, c'est de vous donner des conseils, notamment pour les TPE, les commerçants et les acteurs du tourisme. D'accord? Rassurez-vous, je ne vais pas vous expliquer la stratégie de Starbucks ou Nike ou de Disneyland. Ils ont plein d'argent, ils sont successful, on est content pour eux, c'est des Américains, c'est les meilleurs. Voilà, on est à Lorient, on a les pieds sur terre. On va essayer de donner des conseils qui sont réalistes et qui sont directement applicables par vous. D'accord ? Premier conseil de ce qu'on peut faire, c'est déjà aller créer un compte professionnel sur Google. Pourquoi Google? Parce que vous avez aujourd'hui accès à un comptoir unique qui vous permet de créer une fiche qui sera exploitée sur Google Maps, qui sera exploitée sur Google Local, qui sera exploitée sur Google Hotel Finder, donc recherche d'hôtel, qui sera exploitée dans Google+, et ainsi de suite. Donc en un seul endroit, vous renseignez le nom du commerce, les horaires d'ouverture, l'adresse, pourquoi pas l'offre, pourquoi pas le menu, c'est possible. Si vous êtes un restaurant, vous pouvez saisir votre menu pour qu'il soit affiché dans votre fiche Google+. Donc Google met à disposition un comptoir unique, profitez-en. C'est la porte d'entrée à tous les services de Google sur les mobiles, et ils sont très nombreux.
Deuxième chose, c'est des solutions publicitaires qui sont proposées à la fois par Facebook. Ils ont lancé récemment une offre qui s'appelle le Facebook Local Awareness, qui est plus ou moins disponible en France. En tout cas, ça va arriver petit à petit. Cette offre vous permet en fait de définir une zone géographique, de créer un message publicitaire et d'appliquer des critères de filtrage. Donc vous pouvez tout à fait cibler les jeunes femmes de 20 à 30 ans qui habitent Lorient, qui sont de passage dans tel quartier et qui ont réalisé telle ou telle action par le passé sur leur ordinateur ou sur leur smartphone. Ça, c'est tout à fait possible et ça se fait en quelques clics. Certes, l'affichage de ces bannières coûte un petit peu plus cher que la moyenne. Il n'empêche que vous avez à votre disposition des critères de filtrage qui sont tellement précises que ça vous permet d'optimiser vos investissements publicitaires. Et ça, c'est très intéressant. D'un côté, Facebook avec les Local Awareness Ads. De l'autre, Google qui propose des choses très intéressantes également pour les commerçants. Notamment une offre qui s'appelle Storefront, qui permet de dire je dégaine mon smartphone, je cherche un produit, hop, on va m'afficher la fiche d'un commerçant qui a le produit. Et également une offre qui s'appelle, je crois que c'est Inventory Ad. Donc c'est donner la capacité à Google de dire si vous cherchez un casque audio de telle marque, il est présent dans telle boutique, à tel prix, et ça coûte, on va dire, et il y en a 3 exemplaires. Voilà. Dépêchez-vous, il reste 15 minutes avant la fermeture du magasin. Tous les éléments informatiques sont en place pour vous permettre de générer automatiquement ce genre de bannière, et ça fonctionne très très bien. Encore une fois, là ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment des offres publicitaires qui sont dédiées aux commerçants. Donc ceux qui n'ont pas des moyens gigantesques, qui n'ont pas des compétences informatiques exceptionnelles, mais bon, toutes les interfaces sont là pour pouvoir vous créer un compte, pour pouvoir facilement développer et paramétrer vos publicités et vos annonces locales. Allez faire un tour pour vous rendre compte de la puissance du bazar. Ce qu'il propose est vraiment très intéressant. On a également quelque chose de très intéressant qui sont les avis. Quand on est un restaurateur, quand on est un hôtelier, quand on est un patron de bar ou de boîte de nuit, ou même de tout prestataire de service, les avis sont essentiels. Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet d'orienter un choix et c'est ce qui permet vraiment de déclencher la décision. Ok, je veux une pizza, je vais aller à cette pizzeria. Je veux passer une bonne soirée, je vais aller dans tel bar. Voilà. Les avis, c'est vraiment la matière première, on va dire, des commerçants. On commence aujourd'hui à voir des commerçants un petit peu malins qui, quand ils amènent l'addition aux clients, disent « Ne me laissez pas de pourboire, laissez-moi des avis ». Voilà, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant. Ça tombe bien, regardez, hop, il vous suffit de flasher ce QR code et vous allez directement sur la page où vous pouvez saisir votre avis. Ça prend 30 secondes, voilà, pensez à moi. On a des gens malins qui ont ce genre de réflexe, et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que 80% des avis sollicités sont positifs. Si vous êtes commerçant,